du lundi au vendredi à 20h10 sur Agneau. À la frontière italienne, à seulement 1h30 de Nice, le parc national du Mercantour est un lieu unique en Europe. Assez tôt, l'homme a pris conscience du patrimoine naturel de cette région et le roi de Piémont-Sardaigne, Ferdinand Niente, y créa il y a 150 ans sa réserve royale de chasse. La région du Mercantour fut ensuite cédée à la France par l'Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vallée de la Védie, du Verdon ou de l'Idaille, la situation géographique du parc lui confère un caractère à la fois méditerranéen, alpin et continental, et chacune de ces vallées affirme un caractère bien marqué. Elle jouit ainsi d'une faune et d'une flore très variées, chênes verts, oliviers, rhododendrons, mélèzes. C'est la richesse de cette flore qui a poussé Alain Guérineau, il y a 17 ans, à venir s'installer dans la région pour recueillir du miel de montagne. Le gros intérêt de la zone du Mercantour, en particulier le site où on est là, c'est qu'en fait on va bénéficier de la proximité de la Méditerranée, donc on va avoir de la chaleur et souvent de l'air humide. On va également bénéficier du relief, c'est-à-dire la zone de montagne, ce qui fait qu'on va avoir des floraisons extrêmement intéressantes. Dans le site où on est, entre Versant à Ladré, dans le soleil, on a de la sarriette, on a du thym-serpollet, on a de la lavande. Sur le versant d'en face, on va avoir du sapin, du rhododendron. Le tout dans un rayon de 500 mètres qui est absolument exceptionnel. Et le miel fabriqué est ensuite jalousement protégé par les abeilles. Celles-ci peuvent devenir très agressives lorsque l'on tente d'ouvrir une ruche. C'est pourquoi il est indispensable de les enfumer, ce qui a pour effet de leur faire consommer du miel et de très rapidement le calmer. On a posé les ruches ici pour récolter un miel qui est le miel de sarriette. Voilà le miel, voilà l'objet de toutes nos convoitises. Alors là, on a un cadre typique, c'est-à-dire qu'on a la population, là, cette partie brune claire, c'est le couvain, c'est-à-dire des abeilles qui vont naître, et autour, on a les provisions de miel. Et bien sûr, toutes les ouvrières qui sont là pour travailler. On va chercher la reine. Voilà la patronne, voilà la maman de toutes ces abeilles. Elle est en train de chercher une alvéole disponible pour pondre, parce que toutes les alvéoles sont prises soit par les œufs, soit par le miel. Le quotidien de la reine est très simple, elle pond, elle pond, elle pond, elle pond nuit et jour. Et grâce au travail des abeilles, chaque ruche permet de recueillir 5 kilos de miel. Nous, en tant qu'agriculteurs, on ne fait que récolter ce que les abeilles produisent et simplement l'extraire. C'est-à-dire que le miel, qui est un produit très complexe, très, très élaboré, est déjà élaboré comme ça dans la nature. C'est absolument passionnant de savoir que dans des sites comme les vallées qu'on habite, il peut s'élaborer des produits de si grande qualité. Au-delà du miel qu'elles fournissent à l'homme, ces abeilles sont de véritables sentinelles écologiques. Lorsque la nature est malade, elles sont les premières à en ressentir les effets. Si elles sont si nombreuses dans la région, c'est que la nature est restée riche de sauvages. Afin de protéger les lieux, l'État a créé, en 1979, le parc national du Mercantour, qui a ensuite été jumelé avec le parc italien de l'Argentera, de l'autre côté de la frontière. L'association des deux parcs représente l'un des plus importants espaces naturels protégés d'Europe. Ici, le lac Galeux est perché à 2230 mètres. Dominé par le Motela, il est le plus grand lac naturel d'altitude
dans l'Europe, qui attire chaque année de nombreux visiteurs venant profiter de paysages à couper le souffle et de la proximité d'une faune sauvage que l'on peut assez facilement observer. Au lac d'Allo, on peut apercevoir facilement des marmottes jouant devant leur terrier. Mais la zone où il est le plus facile de les approcher est située autour du lac du Beurranier, dans la vallée de Libagne, à quelques kilomètres de Barcelone. Guy Rebattu est un spécialiste de la faune qui travaille pour le parc national. Il a l'habitude de les rencontrer lorsqu'il monte au lac. En France, on a 2-3 espèces de marmottes. La marmotte qui est ici, c'est Marmotta marmotta, la marmotte des montagnes. Elle a besoin d'endroits dégagés de façon à surveiller les prédateurs. Il y a quelques trous de marmotte par ici. Ah, et il y a une alarme. Regardez là, comme elle se dresse. C'est le cri d'alarme, c'est parce qu'on est en train de la déranger. Je me demande ce qui se passe et elle prévient ses congénères. Si ça avait été un rapace, c'était le seul cri strident presque. Et là, tout le monde tourne en trou. Voir des trous plus pour se cacher ou alors dans les galeries plus profondes. Et si c'est l'homme qui passe comme c'était le cas là, j'ai une succession de cris. Malgré ces cris, les marmottes ne sont plus enregistrées par nous. Les 30 000 visiteurs qui viennent chaque année au lac n'ont malheureusement pas tous un comportement exemplaire. Certains marcheurs les nourrissent de sucreries sans penser aux conséquences dévastatrices sur l'espèce. Et là, oui, elles sont habituées à être nourries, c'est dommage. Ça modifie complètement la régime alimentaire. Du coup, rien que le fait d'ouvrir le sac, quand j'ai pas l'intention d'en donner à manger, je n'ai encore rien donné. Et elle s'approche, elle vient chercher dans le sac, parce qu'elle sait que dans un sac, elle peut manger. Elle associe ça, repas et sac à dos. C'est pas une inquiétude naturelle du tout. Normalement, la marmotte, elle devrait avoir peur de l'homme. Les marmottes ne mangent normalement que de l'herbe afin de se constituer un peu de réserve énergétique pour l'hiver. Mais le nourrissage anarchique bouleverse leurs habitudes alimentaires et certaines meurent aujourd'hui durant l'hiver, faute de n'avoir réuni assez de graisse nécessaire pour supporter l'hibernation. Dès la fin du mois de septembre, les marmottes retrouvent leur tranquillité près du lac. Seuls les moutons sont encore là avant qu'ils ne redescendent dans les vallées jusqu'à l'année prochaine. La zone la plus célèbre du parc est sans doute la vallée de Merveille. Grâce à des gravures préhistoriques, ces montagnes ont depuis longtemps intrigué des fascinelles qui s'en servaient soit de lieu de fuite, soit comme refuge où se cacher lorsqu'ils étaient poursuivis. Beaucoup ont laissé des traces de leur passage. Il y a par exemple le Drastigan Bandit qui s'appelait Pensa, 1929. C'est un bandit très connu qui sévissait dans la vallée, qui rançonnait les gens, et donc il devait venir ici pour se réfugier. Il savait que les autorités ne recherchaient pas trop par ici. Car ces montagnes sont toujours jolies à envelopper d'un certain mystère. Même pour les bergers, c'est un lieu qui n'était pas privé. Venaient ici seulement les troupeaux malades en quarantaine ou les gens qui n'avaient pas de poche à pâturage. Et on les venait avec réticence, les gens ici. Comme si un peu si l'ancienne religion est perdurée, malgré le christianisme, au-delà du second millénaire, comme si la deuxième religion est perdurée, c'est toujours un peu le fou. À cause de ces signes corniches et les diables. D'ailleurs, les noms des lacs ou des montagnes font peur, hein, le lac Carbone, le lac Noir, le lac du Trèfle, ça me rendait peur, la signe du diable, Claire, le lac Fourcade, c'est les foucs, c'est les diables. Peut-être que pour ça aussi, il y a des signes de protestants et des signes de sorcellerie. Aujourd'hui, la vallée des Merveilles nous fait plus peur. C'est l'un des hauts lieux de la randonnée pédestre en France. Alain Lamperini et son équipe veillent à la protection des milliers de gravures inscrites sur les parois rocheuses.
nature donc, de roches gravées. C'était